Bien, bonjour à tous. Je pense qu'on a commencé notre direct, c'est donc la restitution des ateliers complémentaires au congrès. Euh, je n'ai pas eu de top départ, donc je me lance, étant donné que j'étais l'animateur du premier atelier qui a eu lieu. Et donc, je vais essayer de vous en faire une restitution pendant environ une quinzaine de minutes. C'est un atelier qui a eu lieu le 17 novembre et qui avait comme titre les nouveaux bassins, les nouveaux besoins d'un bassin de risque pour anticiper, gérer et surveiller les crises. Donc, c'est un atelier absolument passionnant. Je crois que Mathieu vous a mis dans le chat, ou va vous le mettre dans le chat, le lien pour que vous puissiez, pour ceux qui n'ont pas pu y assister, voir une version sur YouTube dans l'espace de la SFSE. Voilà, donc je vous invite vivement à le regarder, environ 2 heures et demie de discussion très technique, mais absolument passionnante. Voilà, donc je suis Emmanuel Plot de l'INERIS, en charge donc de cet atelier. Un atelier autour des nouveaux besoins d'un bassin de risque. Qu'est-ce que c'est qu'un bassin de risque? Eh bien, c'est un territoire concerné par les effets potentiels d'accidents majeurs industriels. C'est donc avant tout un bassin de vie. Globalement, ça correspond à l'espace d'un plan particulier d'intervention sur une zone industrielle. Alors, dans le cadre de notre atelier, on s'est posé la question suivante. Les territoires ont-ils les moyens de se préparer aux crises NATEC de demain? Qu'est-ce que c'est qu'une crise NATEC? C'est une crise articulant accident naturel et accident technologique. Et plutôt que d'en parler en général, nous nous sommes posé cette question autour d'un cas concret. En l'occurrence, le bassin de vie, le bassin de risque, le bassin de vie de la zone industrielle du Havre, qui est le deuxième pôle pétrochimique français, qui s'étend sur plus de 100 km², donc vous voyez, c'est relativement large, qui représente environ 31 000 emplois et dénombre plus de 1200 établissements. Et on est parti d'un exemple concret, qui est le suivant. Lors d'une tempête, une submersion envahit en partie une zone portuaire et une zone urbaine, donc en l'occurrence la zone industrielle du port et une partie de la ville du Havre, créant une inondation sur différents secteurs en même temps pendant plus d'une journée. Donc, que se passerait-il? Et en même temps, on s'est dit, s'il y avait des effets cascades entraînant des suraccidents industriels, d'où la notion de NATEC, mais aussi des terroristes profitant de la crise pour agir, ainsi que des cyberattaques. Donc, si tout cela advenait, que se passerait-il? Comment la gestion de crise est-elle possible? Comment l'anticipation de la crise est-elle possible? Les experts nous ont dit que ce n'était pas un scénario exagéré et même qu'il faudrait s'attendre à ce qu'il advienne à cause, avec une probabilité plus élevée, à cause notamment du réchauffement climatique. Et qu'il y aurait peut-être des scénarios encore plus graves pour la même raison. Alors l'atelier s'est déroulé en 4 temps, avec 14 personnes, dont l'animateur, donc 13 personnes autour de ce bassin de risque. La première partie, qui a duré à peu près une demi-heure, a été consacrée à l'exposé de la mise en situation avec Éric David du BRGM, de l'unité risque côtier et changement climatique, qui a présenté la situation, présenté son évolution à la fois spatiale et temporelle et son caractère réaliste. Puis, il y a eu l'intervention de François Masset, responsable à l'INERIS de l'unité quantification des risques et performance des barrières, qui a exposé l'idée selon laquelle il faut s'attendre effectivement à des attaques cyber et terroristes, notamment lorsqu'un territoire est fragilisé. La seconde partie de l'atelier a été l'occasion d'entendre les points de vue des acteurs opérationnels en charge de l'anticipation et de la gestion de crise sur ces territoires. Il y a eu Fabien Mounier de Police Secours, Alain Grandjean de la gendarmerie, Pierre-Antoine Lestrade du SAMU, Erwan Mahé du SDIS 76,
Pascal Mahé, de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole en charge des risques majeurs, Jean-Michel Villeval en charge de l'association des industriels Synerzip, l'association se nomme Synerzip, Laurent Mabir, directeur adjoint du CIRA7 PC de la préfecture, Lise Aubourg de la communauté urbaine du Havre Seine Métropole en charge de la question des écosystèmes et de la biodiversité. Vous voyez, le panel, je pense, complet des opérationnels sur le territoire. En troisième partie, nous avons engagé une discussion avec deux acteurs de la recherche. Emmanuel Garbolino, ancien professeur à l'École des mines de Paris, qui vient de monter sa start-up CDS Géoprospective et qui nous a parlé des solutions fondées sur la nature, de la problématique de la restauration des écosystèmes dans la perspective du changement climatique et dans le cadre d'une crise NATEC. Puis nous avons entendu Gilles Grandjean, directeur au BRGM des recherches sur les risques naturels, qui nous a parlé de la problématique de la recherche concernant les risques NATEC, donc encore une fois, risques naturels et technologiques. La dernière partie a été consacrée à une discussion avec Christian Chicot de l'Office des risques majeurs de l'estuaire de la Seine, qui est un collectif, une association réunissant les industriels, les collectivités locales, afin d'animer au quotidien la construction d'une coordination et d'une coopération et d'une confiance entre les acteurs de la gestion de crise. Alors, que peut-on retenir de cet atelier ? D'abord, on le savait déjà d'une certaine manière, des dispositifs robustes existent. Et la gestion de différentes crises passées sur ce territoire, sur d'autres territoires, au niveau national, ont montré la robustesse des dispositifs existants, avec notamment comme fondamentaux une chaîne de commandement unique, des dispositions de planification et d'organisation du travail, des modalités de mobilisation des moyens publics et des moyens privés avec les industriels notamment, et puis tout particulièrement le dispositif Orsec qui assure la réponse de la sécurité civile, quelle que soit la menace, et puis une protection des personnes, des biens, de l'environnement, avec des réponses modulables et adaptables. On a noté notamment que tout cela repose sur une base de connaissances et notamment de connaissances scientifiques. Alors, que retenir d'autre de cet atelier ? Alors, beaucoup de choses, parce que ce sont des experts opérationnels, métiers du terrain qui se sont exprimés. Mais je vais retenir ici maintenant que les enjeux notables d'amélioration. Et je les synthétiserai en 2 points. Tout d'abord, premier point, je crois qu'on peut dire en synthèse qu'on ne peut rien faire, notamment sans les experts, et notamment les experts scientifiques. Dans notre atelier, c'est bien le BRGM qui a expliqué la problématique de submersion avec sa dimension spatiale et temporelle. Ça ne s'invente pas. Et puis, c'est François Masset de l'INERIS qui a traité des attaques cyber possibles. Là encore, c'est le fruit d'une recherche scientifique. Un peu plus tard, Emmanuel Garbolino nous a expliqué les enjeux liés et les solutions basées sur la nature. Là encore, avec une dimension liée au changement climatique, là encore, ça ne s'invente pas. Il y a une recherche scientifique derrière. Alors, on n'a pas surchargé l'atelier avec les expertises nécessaires pour traiter ce genre de scénario, mais ces expertises sont nombreuses, et notamment des expertises technologiques sur les risques d'incendie, sur les risques de surpression, sur les nuages toxiques. En fait, la somme de connaissances scientifiques et d'expertise à mobiliser pour les opérationnels, afin qu'ils puissent anticiper et gérer la crise, semble considérable. Et sans ces connaissances, on ne peut pas se préparer. Et il n'y a pas d'action non plus cohérente et efficace possible. Et il ne suffit pas de dire que les crises sont de l'ordre de l'imprévisible pour se sentir préparé. Il faut articuler, et c'est donc le premier point, réponse opérationnelle et expertise scientifique. Et il faut articuler, avant tout, les expertises scientifiques entre elles au service des opérationnels. Et là, il y a plusieurs obstacles qui ont été mentionnés à l'occasion de cet atelier. Premier obstacle, le découpage disciplinaire des expertises scientifiques avec des physiciens, des ingénieurs, des géologues, des ingénieurs des systèmes industriels, des géographes, des écologues, etc. Et il y a les sciences humaines.
Il y a un manque d'investissement sur le développement d'outils d'aide à la décision qui embarquent les connaissances scientifiques dans des formats opérationnels qui répondent vraiment aux besoins des utilisateurs finaux. Il y a une vision cloisonnée globalement des risques avec des problématiques centrées sur des disciplines, des méthodologies orientées métiers et même des sémantiques qui ne sont pas partagées par les experts des différentes disciplines à mobiliser. Il faut donc, et ça c'est un point d'amélioration, partager les concepts, réussir à élaborer les chaînes événementielles où les phénomènes naturels et technologiques sont probabilisés au sein d'un même référentiel, avec des logiques de raisonnement permettant d'optimiser les choix de réduction des risques. Il faut également réussir à bien modéliser les effets cascades, notamment au travers de boucles de rétroaction probabilisées en espace et en temps. Il faut également un investissement pour mieux comprendre les impacts possibles, tant sur l'urbanisation, les populations, mais aussi les infrastructures critiques, en pleine évolution avec notamment la transition euh, énergétique, mais également les impacts sur la biodiversité. Et là encore, tout cela suppose l'articulation de plusieurs disciplines. Et il faut évidemment penser à ce que ces connaissances s'inscrivent dans ces environnements numériques afin d'être capitalisées, facilement accessibles, partagées, communiquées, que les calculs et les simulations également puissent se faire. Autrement dit, il y a un besoin, et c'est mon premier point, le premier point qu'on peut retenir de cet atelier, un besoin de structurer la recherche avec une science des risques transverse aux grands thèmes disciplinaires de recherche, avec un fort lien avec les utilisateurs finaux. Deuxième point et dernier point de la synthèse concernant les enjeux d'amélioration possibles et qui ressortent, semble-t-il, selon mon analyse de cet atelier, face à un tel scénario, aujourd'hui, personne n'a de réponse complète. Plusieurs intervenants ont dit très clairement qu'ils pensent qu'ils seront très certainement dans une situation dite hors cadre. Tout le monde s'accorde cependant pour dire que se préparer à une situation hors cadre suppose un travail important en amont, d'anticipation, afin de déployer des stratégies dès les premières heures, tout de suite, après l'alerte ou après le dépassement d'un certain nombre de seuils d'alerte, afin d'évacuer, par exemple, rapidement les personnes, afin de demander rapidement des renforts à la hauteur des événements, des moyens tant nautiques qu'aériens, terrestres, etc. Que tout cela repose évidemment sur des connaissances disponibles, des plans et des exercices collectifs. Et que la difficulté qu'ils voient dans une situation hors cadre de cette nature, ça va être de coordonner, tant au niveau stratégique, donc décisionnel de haut niveau, au niveau du chef de file, qui est certainement le préfet, relativement rapidement après l'alerte, qu'au niveau opératif et tactique, de coordonner la tension et d'avoir une capacité à gérer la tension avec, d'un côté, une capacité d'agilité, parce qu'on est face à des situations et à des conséquences qui n'ont pas été prévues, qui n'ont pas été pensées, et les dispositifs d'anticipation et de planification. Il faut réussir à gérer et à réagir aux choses qui n'ont pas encore été imaginées en s'appuyant sur les connaissances et sur les pratiques et les dispositifs en place. Et là, qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien, le besoin de développer des connaissances qui s'actualisent tout au long de la crise, notamment des besoins d'outils pour construire et accéder à ces connaissances avec des outils de calcul faciles à utiliser en situation avec des informations parcellaires. Alors ça, c'est un point particulièrement important qui renvoie au premier enjeu d'amélioration sur les connaissances expertes, les connaissances scientifiques et la mise à disposition de ces connaissances dans des formats opérationnels. Ce point-là a été développé aussi tout particulièrement à un autre endroit dans le congrès, au niveau de la session 3 et du souci de la digitalisation de la crise. Il y a également un besoin de développer des connaissances sur ce que l'on peut prévoir, c'est-à-dire sur les scénarios. Là encore, expertise qui permettent de combiner les connaissances scientifiques au sein de scénarios cohérents
appartenant à un même référentiel, bien que mobilisant des disciplines distinctes. Et puis des connaissances aussi sur les ressources, que peut faire la gendarmerie, que peut faire l'industriel, que peuvent faire les métropoles à l'instant donné et au fur et à mesure de l'évolution de la crise. Tout cela pour organiser le travail en commun. Un besoin aussi au niveau du partage d'informations, tant au niveau de l'alerte, partage de l'alerte, sur ce qui permettra aux uns et aux autres, de se construire, de partager et de mettre à jour, au fil des événements, une représentation partagée sur ce qui advient au niveau du territoire, afin que chacun puisse, agir en priorisant ses actions, en droite ligne, de la stratégie qui aura été définie, notamment au niveau de la préfecture, dans un principe, bien évidemment, de subsidiarité. Besoin aussi de mise en situation et d'exercice mobilisant ses connaissances, on y revient encore, avec, aussi l'exigence de travailler sur l'agilité. Et puis, tout cela suppose le besoin d'un réseau d'acteurs qui se connaissent, qui se font confiance, qui savent travailler honnêtement, ensemble, hem et cela suppose un travail quotidien de coordination et cela donne, je pense, toute l'importance aux structures susceptibles de faciliter, ce travail au quotidien sur un tel territoire. Voilà globalement, ce que l'on pourrait retenir, de cet atelier et donc je m'arrête et je laisse, la parole à l'atelier numéro 2. Merci beaucoup Emmanuel de me laisser la parole. Marie Andrieux-Semel, donc je suis membre de la SFSE et ingénieure à l'Agence régionale de santé. J'ai animé l'atelier Une seule santé qui s'est tenu le jeudi 18 novembre. Il se tenait aussi sur le même format, sur 2h30, et il a permis en fait d'aborder les questions de l'intérêt d'une approche One Health, une seule santé, voire même une approche de santé planétaire, qui est celle qui est privilégiée, pour nous permettre de mieux anticiper en fait les crises auxquelles nous avons à faire face. Donc c'est vrai que ce qui a été dit dans cet atelier, c'est que finalement l'apparition de ces épidémies infectieuses résulte de dynamiques assez complexes qui sont influencées à la fois par les conditions environnementales et également par des modifications, souvent technologiques, sociales, démographiques même, qui entraînent une multiplication de ces maladies émergentes. Christiana Romaleni est intervenue pour l'Organisation mondiale de la santé en introduction de cette table ronde pour rappeler de façon extrêmement forte que si nous voulons faire face finalement à cette nouvelle ère épidémique que nous connaissons, puisque la Covid-19 n'est qu'une de ces nouvelles maladies infectieuses, dont beaucoup, vous le savez, sont issues des zoonoses et de leur propagation jusqu'à l'homme, de l'habituation petit à petit du virus à notre organisme. Eh bien, nous devons développer des approches interdisciplinaires. Donc, ça a été dit également par Emmanuel Plot. Je pense que c'est quelque chose qui reste transversal à l'ensemble de ce congrès, la nécessité de permettre aux différentes disciplines de se parler, donc, et accroître également notre capacité préventive au travers d'une approche intersectorielle. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'interministérialité, le fait aussi de travailler en transfrontalier, va permettre finalement de disposer des signaux d'alerte précoce de façon à prévenir ces épidémies. Aujourd'hui, à la fois la gouvernance n'est pas encore complètement construite et les lieux d'échange, voire les plateformes de partage des données sont en train de se mettre en place. Donc cet atelier en fait de jeudi matin était divisé en 2 tables rondes. Une première table ronde qui avait vraiment pour objet d'explorer les liens entre le vivant et notre santé. Donc, il s'appelait des zoonoses. Cette table ronde s'appelait des zoonoses aux écosystèmes, l'organisation générale du vivant. Jusqu'à présent, finalement, si on regarde un petit peu en arrière, c'est vrai que en tout cas ces dernières décennies, les enjeux sanitaires étaient surtout ciblés sur des maladies chroniques. Et les maladies infectieuses étaient passées un petit peu au second plan. Alors, évidemment, depuis 2 ans, on est en plein dedans. Et donc, nous nous sommes posé plusieurs questions au travers de cette table ronde. Est-ce que la crise de la Covid-19, finalement, qui remet
les risques liés à la transmission des zoonoses au premier plan, va amener un changement de la surveillance que l'on a aujourd'hui de ces pathologies. Quels virus sont à craindre pour les prochaines années? Quelles articulations finalement doivent être renforcées entre les différentes sphères d'expertise? Pour illustrer cette table ronde et cette question autour de la complexité du vivant, nous avons eu en introduction une intervention du professeur Gilles Boeuf de l'Université de la Sorbonne, qui nous a vraiment littéralement embarqués dans le monde des micro-organismes, en nous rappelant que finalement il y avait 10 exposant 13, donc c'est énorme, micro-organismes qui sont à l'intérieur finalement de notre intestin, hein, qui sont notre écosystème, notre microbiote. Et ces micro-organismes sont au même nombre finalement que notre nombre de cellules. Donc c'est pour dire que quand on se vit comme être humain, il faut savoir qu'à nous seuls, beaucoup d'entre nous le savent déjà, mais c'est bien de le voir comme ça, on est un écosystème complet. Et que finalement, si ça va mal à l'extérieur, c'est-à-dire l'influence de la santé de l'environnement, évidemment, se voit sur l'intérieur et se répercute sur notre microbiote. Le message qui était porté par le professeur Gilles Boeuf, c'était vraiment de changer. Acceptons de changer tous ensemble et prenons conscience que nous faisons aussi partie du vivant et arrêtons justement de placer l'homme à l'extérieur de ce vivant. Construisons cette approche de la santé finalement qui mêle santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes qui sont indissociables et qui constituent finalement un continuum de la santé planétaire. Ensuite, Marc-André Sellos, donc professeur à l'Université de Montpellier, est intervenu pour nous détailler en fait l'ensemble des facultés de notre microbiote et notamment montrer que l'état de notre microbiote aujourd'hui est bien connu et que c'est une des causes des maladies de la modernité, hein, notamment maladies métaboliques, pas seulement. Et que pour lui, c'est clair, corriger le microbiote, c'est supprimer finalement les effets négatifs sur notre santé de façon durable et que finalement, corriger notre microbiote, c'est une véritable approche thérapeutique qui se développe actuellement et qui peut permettre d'agir sur plusieurs maladies. Je vous engage à cet effet à aller consulter le site de l'INSERM sur le microbiote qui a fait tout un dossier justement sur cet aspect-là et qui complète bien les quelques informations qu'a pu nous donner Marc-André Sellos pendant cet atelier. Hélène Soubelé de la Fondation de recherche pour la biodiversité ensuite est intervenue pour envoyer un message d'espoir finalement en disant qu'on pouvait encore renverser la tendance et qu'il fallait en fait changer nos modes de vie. Nous avons eu également lors de cette table ronde l'intervention donc de Marion Vitecoq qui travaille à la Tour du Valat et qui a souligné l'importance en fait de maintenir une diversité, une biodiversité hein, de façon générale et de ne pas sélectionner en fait les bactéries résistantes. Donc elle parlait notamment d'une étude qui montre très clairement que la diversité des bactéries résistantes va de pair avec la pression des activités humaines. C'est quelque chose qu'on connaît bien, notamment en système, enfin en établissement hospitalier. Hein. On sait très bien que le fait d'utiliser beaucoup de biocides, finalement, renforce la résistance bactérienne. Et donc, il faut bien trouver une mesure par rapport à une désinfection excessive. Il y a des lieux qui méritent des infections régulières et d'autres qui, au contraire, doivent permettre d'éviter cette sélection bactérienne. Donc, elle parlait notamment, Marion Vitecoq, de laisser la place, hein, la Tour du Valat, c'est en pleine Camargue, aux vivants, en préservant des espaces sauvages, les zones humides et la biodiversité qui s'y développe. La seconde table ronde avait pour objectif, une fois qu'on a pris conscience justement de ce continuum de liens sur l'ensemble du vivant et de son influence sur notre propre santé, d'aller vraiment examiner comment, si on se met dans cette approche une seule santé et dans cette approche interdisciplinaire, on peut constituer des outils, mettre en place des gouvernances qui nous permettront de mieux anticiper, mieux gérer
ces nouvelles crises épidémiques. Donc évidemment, ce qui a été mis en avant, et ça a été dit, donc le cloisonnement des disciplines, l'absence de lieux d'échange entre les médecins, les vétérinaires, les écologues, ont montré les limites de notre système pour faire face à ces enjeux de santé planétaire. On se souvient de l'intégration du vétérinaire, Monsieur Lefrançois, en début d'année dans le conseil scientifique de la Covid en France. Et je pense que c'est vrai que d'une façon générale, on a tendance à gérer les crises sanitaires de façon très santé centrée et peu ouverte sur le reste des autres disciplines. De fait, cette approche peut-elle changer la donne? Faut-il déplacer la surveillance en amont? C'est ce qu'on fait un peu sur les maladies vectorielles. On intervient très en amont sur certaines pathologies comme le virus du West Nile en surveillant la santé animale. C'est de là que vient la première alerte avant de venir de la contamination humaine. Quelle stratégie adopter pour éviter de nouvelles crises? Et pour revenir à l'équilibre du vivant, faut-il changer notre modèle planétaire? Donc, on a été plusieurs autour de cette table à discuter pour savoir ce qui pouvait être fait. Thierry Lefrançois, donc, qui est vétérinaire au CIRAD, a rappelé en fait la nécessité absolue à laquelle conduisait cette crise, qui est de mieux détecter, de mieux prévenir, de mieux gérer et contrôler les futures pandémies, que ce soit à l'échelle locale et à l'échelle mondiale, puisqu'on a vu, la coopération internationale dans le cadre de la lutte contre ces épidémies est vraiment un point qu'il faut améliorer pour arriver à mieux lutter ensemble. Donc l'idée, c'est de pratiquer vraiment, dans la pratique, c'est de connecter les différents secteurs de la santé humaine, santé animale et de l'environnement, et en particulier donc les acteurs, et donc de s'acculturer les uns aux autres à notre vocabulaire, à nos vocabulaires respectifs. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément les mêmes mots pour traiter des mêmes sujets, et donc cette acculturation nous permettra petit à petit de mieux échanger. Donc vous savez qu'en novembre 2020, il y a déjà un an maintenant, un panel d'experts de haut niveau, One Health, a été créé. Et donc, ils vont prochainement rendre leurs recommandations. Donc, Monsieur Lefrançois devrait nous faire passer ça. L'idée de ces recommandations, évidemment, c'est que les États et les organisations internationales puissent mettre en place des mesures et des procédures afin de mieux anticiper, surveiller, agir précocement et réagir face à une émergence. Alors, ce qui a été dit par Thierry Lefrançois, c'est en particulier le fait qu'il fallait être en capacité de construire des socio-écosystèmes, finalement, c'est-à-dire lien entre écosystèmes et activités humaines, qui permettent d'éviter ou de limiter les émergences. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se situer uniquement à l'aval et de gérer les suites des crises, mais bien de consciemment, collectivement, construire des socio-écosystèmes où, finalement, du fait de la place plus importante à la biodiversité, par exemple, on arriverait à limiter ce type d'émergence. Les scientifiques, finalement, qui ont été associés dans le cadre de ces réflexions, ils sont assez nombreux. Ça passe de la microbiologie à l'épidémiologie, l'entomologie, l'écologie, des gens spécialistes du climat, de la sociologie, de l'anthropologie. Donc, on le disait encore juste avant, l'importance des sciences humaines, les associer à ces démarches, mais aussi des spécialistes des réseaux de santé, des réseaux de modélisation, de prospective. Donc, il est indispensable, et on verra avec Marine Serfati, qui est intervenue juste après, l'importance d'avoir des cursus de formation avec un tronc commun qui permettent à l'ensemble de ces experts de dialoguer. Donc, sur les systèmes de surveillance, Thierry Lefrançois nous a parlé évidemment de l'existence de ces plateformes nationales d'épidémiosurveillance, l'ESA, donc en santé animale, et qui permet donc d'avoir des systèmes d'alerte assez précoces et d'améliorer donc la détection des épizooties dans les zones frontalières. On le voit à nouveau sur les maladies vectorielles. Il y a quelques années, le West Nile était très présent et a fait beaucoup de morts en Italie. On était très vigilants à la frontière des Alpes-Maritimes, justement à l'arrivée de ce West Nile par des oiseaux. Donc, on surveillait la mortalité des oiseaux.
Il y a également, sachez-le, donc je pense que plusieurs d'entre vous le savent, un projet qui s'appelle PREZOD, Preventing Zoonotic Disease Emergence. Ça, c'est une initiative internationale qui a pour ambition de comprendre les risques d'émergence de maladies infectieuses zoonotiques, de développer et de mettre en œuvre des méthodes innovantes pour améliorer la prévention, la détection précoce et la résilience, afin d'assurer une réponse rapide aux risques des maladies infectieuses émergentes d'origine animale. Donc voilà, en résumé, développer la coopération des instances internationales de surveillance combinée de la santé humaine et de la santé animale pour anticiper la gestion des crises et construire, donc je le parlais, ces fameux socio-écosystèmes résilients. Donc le docteur Marine Sarfati, qui est rhumatologue aux Hospices civils de Lyon, a présenté une étude qui était très intéressante et qui montrait le peu aujourd'hui d'éléments sur la santé environnementale et sur l'influence de l'environnement sur notre santé dans les formations des médecins à l'heure actuelle. Elle notait notamment que sur 193 établissements d'enseignement recensés, seulement 60 proposaient un cursus en santé environnementale, ce qui est un tiers, mais que finalement, quand cet enseignement en santé environnementale était dispensé, il ne représente que 0,1 à 1% du volume horaire total de la formation. Donc, c'est vraiment un volume très faible et je pense qu'aujourd'hui, ça ne permet pas complètement d'intégrer justement cette approche combinée santé humaine, santé animale, santé des écosystèmes. Ce sont 4000 étudiants, près de 4000 étudiants qui ont répondu à cette enquête et quasiment la totalité des étudiants interrogés, 96%, pensaient que le changement climatique notamment était parmi les enjeux majeurs du XXIe siècle et que ces enjeux climatiques, donc liés à l'évolution de notre environnement, devaient être enseignés durant les études en santé. 54% prêchaient pour la transdisciplinarité et souhaitaient que les différentes filières, en fait, que ce soit filière vétérinaire, filière médicale notamment, partagent un cursus commun. Voilà, donc 21% des étudiants au total se disent avoir eu un enseignement, néanmoins, sur des enjeux climatiques et environnementaux au cours de leur cursus, mais on voit que c'est quand même une partie très, très faible. Ce que Marine Sarfati a relevé, évidemment, c'est l'importance, l'effet levier, finalement, pour le décloisonnement des disciplines, de former ces professionnels ensemble et dans une logique donc d'une seule santé. Nous avons eu ensuite l'intervention de Marie-Laure Métayer du ministère de la Transition écologique qui est intervenue pour souligner l'importance des approches interministérielles, donc avec plusieurs illustrations, notamment la maîtrise de la propagation de la brucellose, qui ne peut se faire que par un suivi finalement assez fin des populations sauvages de bouquetins pour éviter les abattages et donc une collaboration avec les parcs nationaux, le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Agriculture. Elle a également cité l'exemple de l'échinococose et les effets néfastes que peuvent avoir parfois la suppression des nuisibles, avec notamment la chasse au renard qui a entraîné un développement très important des rongeurs et donc l'apparition évidemment de maladies en conséquence. Donc voilà, l'importance de raisonner aussi en termes de chaîne trophique et d'évaluer les effets incidents de nos actions sur l'ensemble de la chaîne trophique. Au niveau des territoires, nous avons eu l'intervention de Gilles Perrol, qui est adjoint à la mairie de Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes et qui, lui, faisait le pendant finalement avec ce dont parlait Thierry Lefrançois, avec le fait de construire des écosystèmes, des socio-écosystèmes résilients et l'importance du microbiote pour conserver un bon capital santé. Donc là, vous savez que la ville de Mouans-Sartoux, depuis maintenant plus de 20 ans, travaille sur l'alimentation
et a mis en place donc des systèmes des cantines dont les légumes sont 100% bio et issus du territoire local. Donc, il y a vraiment une sélection des agriculteurs et tout un système de découpe qui est fait localement de façon à ce que les enfants aient sur leur table des aliments frais et de bonne qualité. Donc, ces enfants qui ont une alimentation de qualité, finalement, sont mieux à même de lutter contre les pathogènes. Et on voit là une action qui pourrait être à la portée de l'ensemble des collectivités. Gilles Perrol a souligné son souhait que la Société francophone santé-environnement porte un lieu d'échange, en fait, pour permettre aux collectivités d'avoir l'ensemble des connaissances issues de la recherche, donc de mixer, en fait, les collectivités et les chercheurs de façon à passer, ce qui est l'objet d'ailleurs de ces congrès de la Société francophone santé-environnement, passer de la connaissance à l'action et donc donner la connaissance aux décideurs, former aussi les décideurs à ces enjeux-là. Je fais un clin d'œil à Gilles Pipien, qui devait être notre grand témoin lors de l'atelier, qui pour des raisons personnelles n'a pas pu être là. Il aurait été vraiment... c'est quelqu'un d'extrêmement engagé sur cette question d'une seule santé. Et donc, je me permettrai, pour les 2-3 minutes qui me restent, de relayer en fait la déclaration qui a été faite et que portait Gilles Pipien. Donc, c'est Sébastien Denis qui, je le remercie, de Santé publique France, a pris le relais pour faire la conclusion de cet atelier jeudi, pour nous rappeler en fait les conclusions du forum qui s'est tenu le 17 mars 2021 sur une seule santé et donc que l'on a retravaillé au travers de notre atelier. Donc, évidemment, ce forum prêche un changement de paradigme pour mettre en place des actions préventives et de ne pas être que sur le curatif et la réaction à la crise, en s'appuyant sur une approche transversale, une seule santé. Donc, la France doit se doter de mesures législatives et réglementaires pour mener une véritable politique de santé publique qui prenne en compte le lien avec l'environnement et donc la notion de santé environnementale. Donc évidemment, à la SFSE, on est bien placé pour prêcher cette approche. Et il va falloir donc traduire finalement ce concept d'une seule santé par des actions qui soient des actions de terrain, transversales, on l'a vu, et pluridisciplinaires. Il y a un appel très clair, une stratégie finalement nationale, une seule santé. Donc le plan national santé-environnement porte finalement ce chapeau une seule santé, mais ça n'est pas suffisant, ça ne concerne pas tous les acteurs. Et donc le panel finalement d'acteurs qui a été choisi pour travailler sur ce sujet une seule santé permettra, en tout cas doit permettre de favoriser finalement la mise en place de ces actions. Il s'agit finalement de passer de l'approche de l'hygiène du 19e siècle à vraiment la santé environnementale et au concept d'une seule santé au 21e siècle. Donc, on a vraiment cette transition de l'approche de la santé entre ces trois parties. L'importance a été rappelée de mettre en place une gouvernance au niveau des territoires, qu'ils soient dotés de nouvelles compétences qui leur permettent d'avoir cette approche. Trois piliers finalement pour mettre en place cette nouvelle gouvernance au niveau des territoires. Une évolution législative et réglementaire qui doterait les collectivités de compétences et d'un budget pour mettre en place des plans d'action territoriaux en santé-environnement. Une formation adaptée. Très clairement, il y a eu un appel à la Société francophone santé-environnement sur ce sujet aussi. Former les professionnels de la santé humaine, mais aussi les professionnels d'autres disciplines, vétérinaires, agronomes, écologues, urbanistes, agriculteurs, architectes et les décideurs publics, dont les élus et les agents territoriaux. Donc, c'est vrai qu'il a été demandé si on pouvait travailler à une section qui serait dédiée à cette approche une seule santé. Le troisième pilier, c'est l'approche économique, de façon à évaluer le coût de l'inaction par manque de prévention et le coût des externalités négatives, donc tous les impacts négatifs qu'on va avoir du fait de ne pas avoir mis en place cette approche une seule santé. La Société francophone santé-environnement donc, a bien entendu au sein de l'atelier cette demande et nous verrons comment vous proposer notamment des partages autour des publications qui seront faites et en particulier la publication du panel d'acteurs qui a été mobilisé justement pour réfléchir à cette stratégie One Health. Voilà, je vous remercie.
Je vais passer la parole à Jean Simos pour nous faire donc la synthèse du troisième atelier complémentaire. Merci à tous. Merci beaucoup, Muriel. Voilà, je suis Jean Simos de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève et membre du bureau de la SFSE, délégué aux affaires internationales. Donc, l'atelier numéro 3 était sur la comparaison internationale des stratégies de gestion des crises et la rationale, enfin la raison pour laquelle on a pensé à un tel atelier. Bon, on nous a parlé d'ateliers complémentaires, mais en réalité, c'était plutôt des ateliers introductifs au congrès. Et la raison, c'est justement que la gestion des crises santé et environnement dépend fortement de l'infrastructure juridique et légale du territoire précis, ainsi que de la culture politico-administrative de la région ou du pays dans lequel elle se déroule. En cela, il serait intéressant de voir les similitudes, mais aussi les différences des stratégies ainsi adoptées par les responsables dans divers contextes francophones. Et c'est là justement pourquoi le rôle d'une société francophone, c'est d'essayer aussi d'améliorer les échanges entre les différentes parties du monde francophone. Prochaine diapositive, s'il te plaît. Voilà. Donc, nous avions prévu 5 interventions avec des expériences assez différentes, hein, puisque ça allait de l'explosion au port de Beyrouth, à l'inondation de la vallée de la Rouya, à l'invasion des algues et des sargasses, aux feux de forêt d'importance au Canada et les pics de pollution atmosphérique à Genève. Avec ça, c'était en particulier, on voulait avoir la dimension transfrontalière qui permettrait justement de voir quels étaient les problèmes spécifiques lorsqu'on a affaire à un territoire qui est régi par des structures légales et des cultures politico-administratives différentes. Alors, on a eu un problème assez rapidement, puisque enfin, la veille de notre atelier, on a appris que malheureusement notre collègue de l'ARS Martinique ne pouvait pas participer, compte tenu de la situation que vous connaissez aux Antilles. Et donc, on n'a même pas pu mettre en place une solution B parce que bon, le problème des algues des sargasses, moi je le connais relativement bien parce qu'on l'a traité au niveau du Haut Conseil de la santé publique. On a fait des avis à ces sujets. Mais il fut impossible de nous transmettre la moindre information du côté de Gérard Talmensi parce que les manifestants empêchaient les employés de l'ARS d'accéder à leur bureau. Donc, ce qui fait qu'ils ne pouvaient nous passer le moindre matériel en la matière et donc on a dû faire l'impasse à cette présentation. Donc, pas de diapositive suivante. Il y avait une grille de questions structurantes sur lesquelles tous les exposés se sont calqués de manière à justement avoir un peu une lecture commune de comment ça peut se passer ces situations de crise. La première, c'était de quoi s'agit-il exactement? Enfin, il s'agissait de faire décrire l'événement qui a provoqué la crise. Quelles étaient les contraintes? Et dans les contraintes, on pouvait avoir tout type de contraintes légales, sociales, économiques, sanitaires, sécuritaires, etc., etc. Comment donc les responsables de cette gestion de crise, comment ils ont fait face à fait d'avoir un peu le processus, la procédure de gestion de la crise, un petit regard s'il y avait lieu d'être s'il y avait un impact différencié selon les différents groupes de la population et donc d'examiner à nouveau les questions des inégalités territoriales et sociales qui impactent aussi la santé. Et finalement, quels enseignements tirer pour l'avenir, donc les futures menaces et opportunités. Prochaine diapositive. Donc là, on commence avec l'explosion au port de Beyrouth. Bon, c'est des images qu'on a vues un peu partout dans les médias, vous le connaissez. Merci. Mathieu, je te dirai chaque fois quand il faut le changer. Hein. Donc, merci. Il faut changer, effectivement. Merci. Donc là, on a Najat Saliba, elle est professeure de chimie, donc il nous a fait une analyse assez complète de pourquoi il y a eu cette explosion.
avec les stockages assez bancals en fait de nitrate d'ammonium d'environ 3000 tonnes, plus d'autres éléments, et puis finalement la présence d'autres substances dangereuses dans des situations qu'il nous a fait une analyse assez complète. J'ai repris ici juste un extrait de sa présentation concernant la Combilift, qui est une société allemande qui était à charge de faire cela et qui s'est plaint à plusieurs reprises que les conditions n'étaient pas respectées, en fait, de l'entreposage, ni de la quantité, plein d'autres choses. Et puis, c'est comment, finalement, on a eu la réaction pour arriver à la production du TATB, qui est un très puissant explosif. Et finalement, voilà, pourquoi il y a eu cette catastrophe. Prochaine diapositive. Ici, c'est un peu, on retrouve tout ce qui s'est passé après la catastrophe, hein, tout ce qui n'allait mal en réalité. On a, le fait qu'il y a une absence de procédure de normes pour faire face aux conséquences en fait, de cette explosion. On voit bien ici dans la première photo des grains laissés ouverts à la pluie en hiver et l'humidité du salaire élevé en été, toujours aucun plan d'élimination à vue. Des vieilles structures en métal et en béton menant à des montagnes de gravats contenant de l'amiante. La démolition des bâtiments endommagés, les activités des constructions qui provoquent une importante suspension de poussière dans l'air. Donc, les habitants, à part les dégâts qu'ils ont eu immédiatement lors de l'explosion, ils continuent à être quand même sous la menace de différents autres impacts après coup. C'est un peu quelque chose qui nous rappelle ce qui s'est passé avec l'incendie de Notre-Dame concernant les retombées en matière de plomb dans les environs de Notre-Dame. Et puis, alors, par contre, contrairement à comment ça s'était passé à Paris, les gens sont là dehors sans aucune aide des autorités, sans directive claire ni instruction de sécurité. Prochaine diapo. Voilà, ici, nous avons le fait que pour pallier les carences des autorités, il y a une création d'un groupe universitaire, en fait, qui s'appelle le Cadid Beyrouth, qui veut dire le bouleversement de Beyrouth, qui regroupe des chercheurs et des universitaires de différentes disciplines qui ont établi une feuille de route sur quoi faire pour venir en aide à la population et commencer à soutenir des initiatives en matière d'environnement et de santé pour améliorer justement cette après-crise. Prochaine diapositive. Donc là, je pris un extrait seulement de la méthodologie de Cadid Beyrouth qui a été présentée par Najat, mais on voit bien comment essayer de faire les itérations et les contacts, les interactions entre la communauté et le groupe des enseignants-chercheurs qui sont devenus des activistes aussi, hein, puisque c'est leur engagement auprès de la société qui est mis en avant avec leurs connaissances et compétences, et comment effectivement ça se profile dans les processus dans lesquels ils essayent aussi d'impliquer les autorités, que ce soit au niveau de la ville ou au niveau de l'État du Liban. Et finalement, là, l'exposé de Najat, c'était sur cette méthodologie qu'ils ont utilisée à partir de l'Académie de l'environnement et de comment cette Académie de l'environnement s'impliquait également dans les dialogues avec la population. Voilà ce qui concerne le premier cas de la catastrophe du port de Beyrouth. On peut passer à la prochaine. Voilà, c'est ici, donc on a la deuxième, c'était les incendies de forêt au Canada, enfin au Québec en particulier, et c'était présenté par le directeur de la région centre de cette société pour le Sopfeu, qui est Sylvain Tremblay, qui a montré
comment il nous a expliqué d'abord la structure, de comment c'est géré les traitements des incendies des forêts au Québec. C'est la seule province d'ailleurs qui a un système. Le SOPFEUS, c'est un organisme privé qui est sous mandat, qui a la totalité en fait du mandat de la gestion des feux sous mandat des autorités de la province et qui agit de manière coordonnée avec les services des feux communaux qui interviennent dans les régions urbaines plutôt. Selon M. Tremblay, ça s'est fait en bonne intelligence dans la mesure où c'est le premier arrivé à la région du feu qui agit. Et après, il regarde comment ça se passe concernant les éventuels flux financiers qui pourraient rétablir l'équilibre par rapport à ça. Prochaine diapositive. Voilà, il nous a expliqué de manière plus précise les feux de forêt l'année passée au Québec et comment ça a été traité. C'est focalisant davantage sur ces deux feux, notamment le 395 qu'on voit ici, qui concernait une énorme surface en fait, puisque en plus il a sévi pendant 63 jours. Et ça, c'était donc un des éléments de cette gestion des crises, c'était comment faire que mobiliser les moyens nécessaires pour combattre ce feu, cet incendie extrêmement important, et en même temps continuer quand même à être opérationnel et efficace concernant tous les autres incendies qui pouvaient se déclarer ailleurs. C'est une situation au niveau du dilemme de comment combattre des feux importants. Par exemple, la Grèce a connu cet été, lorsque, vous vous rappelez probablement toutes et tous, les grands incendies au nord de l'île d'Evia, et où, en même temps qu'il y avait une mobilisation importante qui devait se faire pour les incendies au nord d'Evia, il y avait des incendies qui sont déclarés au nord de la région immédiatement au nord d'Athènes. Et là, ce qui a été privilégié, c'était de sauver les vies humaines d'abord, ce qui fait que quelque part, le nord de l'île d'Evia, qui est très peu peuplé, a été un peu sacrifié à la priorité de défendre, de sauver des vies au nord d'Athènes, où il y avait beaucoup plus de mitage du territoire, beaucoup plus d'habitations au sein de ces complexes forestiers. Prochaine diapositive. Voilà, ensuite, il nous a parlé un peu de toutes les contraintes dans lesquelles ils interviennent. Par exemple, les contraintes sociales, ici c'est un peu ce que je vous disais pour le nord d'Athènes, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal des résidents permanents, des villégiatures qui se retrouvent là et puis il faut faire des sortes à pouvoir les évacuer, les avertir au niveau de l'évacuation, les avertir dans un endroit où il n'y a pas nécessairement du réseau où ils peuvent capter donc les messages. Et toutes ces conditions pour lesquelles il y a des moyens chaque fois flexibles et adaptés pour y faire face. Prochaine diapositive. C'est donc les contraintes économiques par rapport à chaque région. Là, pour le fameux feu de 63 jours, c'était un secteur névralgique d'approvisionnement donc en bois. Il y a aussi 2 centrales de production hydroélectrique et des lignes de transport d'électricité qui vont avec. Et aussi des entreprises d'exploitation phonique. Tout ça, c'est des éléments, enfin des sites sensibles qu'il s'agissait aussi de protéger concernant les activités économiques. Prochaine diapositive. Donc, on a les contraintes sanitaires dans lesquelles l'année passée, comme cette année aussi d'ailleurs, le personnel devait travailler. Il y avait aussi des contraintes sécuritaires concernant le feu, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail. Prochaine diapositive. Le processus de gestion des crises qui nous a été décrit par la suite par M. Tremblay, qui, en fait, on retrouve un mécanisme standard un peu de coordination de la protection civile, la sécurité civile ici en l'occurrence, et comment ça s'organise à travers la hiérarchie du commandement qu'on peut retrouver dans
dans des structures analogues. Donc ici, on avait quelque chose d'assez semblable de ce qu'on connaît, en tout cas en Suisse et en France. Et donc c'était assez comparable également au Canada. Prochaine diapositive. Sur les impacts différenciés, il n'y avait pas tellement parce qu'en fait, donc ils interviennent sur tous les territoires et c'est ça qu'il fallait en tenir compte. Mais par contre, de nouveau, comme ça a été dit pour l'atelier précédent, les changements climatiques, et c'est quelque chose qui maintenant change la donne. Et toutes les provinces doivent adopter prochainement une stratégie canadienne à cet égard qui misera principalement sur la prévention, l'éducation et des mesures d'atténuation des risques pour rendre les communautés plus résilientes face au passage du feu. Prochaine diapositive. Quant aux enseignements tirés, eh bien, ils ont dû donc revoir la réglementation pour la prohibition de l'accès au territoire. Donc, ces fameux, ça c'est un problème qu'on a un peu partout. Hein, donc, on voit bien que c'est le même problème du mitage du territoire. L'information directe au public lors de la réouverture des accès au territoire, comment la faire, etc., par les apps, de plus en plus actuellement. L'analyse du caractère exceptionnel du comportement de l'incendie dans sa phase hors de contrôle et le maintien de la volonté d'une communication efficace auprès des instances politiques, des partenaires et du public. Prochaine diapositive. Maintenant, le troisième exemple, l'inondation de la vallée de la Roya, ce qui était donc après la tempête Alex, qui était en octobre 2020, qui a provoqué une activité torrentielle exceptionnelle avec une explosion du débit et des lits de torrents. On a passé de 10 à 15 mètres de lits à 100 mètres, avec une érosion aussi extrêmement importante au niveau des berges. Un bilan très lourd dans les trois vallées de la région, donc 10 morts et encore toujours disparus, des stigmates qui resteront pendant des années et les dégâts estimés à 1 milliard d'euros. 750 millions d'euros pour les infrastructures et 250 pour les propriétaires privés. 100 km de route et une soixantaine d'ouvrages d'art, dont 20 ponts qui ont été détruits, 17 stations d'épulation, 10 stations de pompage qui ont été touchées, 250 km de réseaux d'eau d'assainissement qui ont été endommagés et des cimetières même entiers qui ont été emportés. Plusieurs communes sont restées isolées sans électricité ni eau potable. Par exemple, la haute vallée transfrontalière de la Roya, c'est pendant plus de 3 mois et c'est ce qui a nécessité un pont aérien pour leur venir un peu en secours. Prochaine diapositive. Il y a une cellule bâtimentaire, c'est un néologisme que je ne connaissais pas, qui a été mise en place dès le lendemain, qui a donc procédé à l'expertisation de 2500 biens. Et sur la base de ces rapports, les maires ont pris des arrêtés de police générale pour évacuer des habitations. Des travaux interservices importants qui ont été faits pour la formalisation des connaissances, la capitalisation des enseignements, l'amélioration de la prévention du risque, y compris avec un jonage sur des orthophotos, des constructions et stratégies d'aménagement résilientes qui ont été discutées et mises en place suite à ces travaux. Et les résultats, donc, c'est une délocalisation des biens non protégeables, de décider de le faire ça avec un financement par un fonds de prévention des risques naturels majeurs, préservation de nouvel espace de fonctionnement des cours d'eau pour minimiser les conséquences d'un nouvel événement. Prochaine diapositive. Et là, on voit, ça vient en fait avec la volonté affirmée de l'État de ne pas reconstruire les vallées des Alpes-Maritimes de les reconstruire de manière résiliente et durable, mais pas contre l'eau, mais avec l'eau. Et ce qui est important, c'est donc la mise en sécurité des personnes et des biens. C'est les choix des aménagements préservant le bon fonctionnement des cours d'eau à mettre en place, des systèmes adaptés à la nouvelle connaissance du risque et tout ce qu'on a appris par cette catastrophe. Tout ça dans le respect de l'esprit montagnard et des aménagements agricoles, paysagers, environnementaux, avec une révision des plans de risque inondation et une analyse de l'impact social que cela implique. Prochaine diapositive. En complément du diagnostic des habitations et de l'environnement, il s'agit donc de mesurer les degrés d'exposition au risque et étudier avec collectivité compétente les solutions de protection ou aussi si le coût de protection est plus important que la valeur vénale et autres impacts en aval. Un travail avec les maires pour identifier les besoins de relogement, d'habitation et d'activité, une caractérisation du bon fonctionnement du cours d'eau, et puis réfléchir autrement les abords. Par exemple, laisser plus d'espace au niveau des berges, éviter les verrous hydrauliques,
retour à une plus grande biodiversité et notamment avoir une attention particulière au maintien des continuités écologiques, le reboisement sur des solutions fondées sur la nature et avoir des schémas globaux d'aménagement dans les secteurs les plus impactés. Et finalement, un comité de coordination qui a été mis en place qui associe les habitants et les élus avec une feuille de route qui finalement est co-construite. Voilà ce qui concerne l'inondation de la Roya. Prochaine diapositive. Les derniers exemples, c'est justement les cas transfrontaliers avec les pics de pollution atmosphérique à Genève et la région de la France voisine. Avec les différents types de pics qu'on peut avoir, les smog hivernal et les smog estivaux. Et donc, prochaine diapositive, dans les contraintes à faire, notamment pour le smog hivernal, ça a permis en fait l'utilisation d'un projet Interreg, le projet Pacte Air, qui a permis justement de se doter d'une stratégie commune de protection donc de signer effectivement également de procédures de traitement communes avec l'utilisation du monitoring de la pollution sur toute cette région. On voit ici à droite avec la partie suisse, la partie française de l'Ain et de la Savoie et de la Haute-Savoie, et aussi la partie italienne également. Donc, c'est vraiment une collaboration assez large. Prochaine diapositive. Les bases légales sont une contrainte importante parce qu'elles sont différentes. On voit ici dans ces schémas le fait que les échelles ne sont pas les mêmes. On a ici les couleurs ne correspondent pas exactement au même type des niveaux de polluants. C'est un exemple du fait que ça ne matche pas complètement en termes de valeurs limites. Prochaine diapositive. Au niveau de la procédure, c'est justement comment harmoniser les pratiques suisses et françaises sur la base notamment des critères qui est déjà utilisé à Paris, à Lyon, à Grenoble, bientôt à Annecy, donc la proximité de Genève, et qui donne la possibilité, vous avez ici les différents tampons des critères. Il y a l'équivalent qui a été fait, en tout cas à Genève, avec les stickers qui reprend finalement, c'est un peu le même type de classe. Et on voit ici en bas à gauche quels sont, selon l'activation de l'alarme, l'alerte et l'urgence, les classes de véhicules qui sont interdits, où interviennent les transports publics genevois et où ça s'instaure, enfin de la première étape, la limite des 80 km sur l'autoroute de contournement de Genève. Prochaine diapositive. Voilà, donc c'est un impact différencié. Donc, Pierre Kunz nous a fait une analyse plus particulière sur la question de cet épisode de janvier 2020 et qui était la première opportunité de déclenchement commun entre la France et la Suisse. Et on a ici comment ça s'est présenté dans les deux pays. Dernière diapositive que finir donc ces cas, c'est les enseignements à tirer. Donc l'expérience est cohérente de la part et d'autre de la frontière, s'applique à toute la population. C'est ce qui est vraiment important parce que c'était une des frustrations un peu de la population du Grand Genève, c'est-à-dire selon de quel côté de la frontière vous êtes, c'était pas les mêmes mesures qui étaient prises pour les mêmes phénomènes de pollution de l'air. La volonté de travailler dans un mode plus préventif et moins réactif, et ça, la gouvernance transfrontalière aussi a beaucoup aidé. Les besoins de concertation entre les acteurs de la qualité de l'air avec les services météorologiques, la coordination avec les deux départements français et le canton de Genève, qui vraiment marche bien maintenant, avec toujours comme le même objectif de protéger rapidement les personnes les plus sensibles. Et donc, on voit que maintenant, ça, c'est une grande acceptabilité au niveau de la population, qu'elle soit française ou suisse. Il y a trois problèmes qui persistent encore. Le problème des valeurs de limites de pollution qui sont différentes entre la France, donc l'Union européenne, et la Suisse.
Le deuxième, c'est la nécessité de reconnaissance réciproque de macarons de chaque pays. Alors, critères, c'est reconnu à Genève, mais sticker, pour qu'il soit reconnu en France voisine, il faut que Paris se prononce et actuellement, ça se trouve dans les méandres de la capitale, de méandres administratifs de la capitale, c'est la demande des reconnaissances réciproques également du sticker dans la France voisine. Et puis, le troisième problème, c'est que cette mesure-là, ces reconnaissances critères et stickers, elle est spécifique des régions genevoises de Genève. Il y a d'autres régions transfrontalières entre la France et la Suisse, que ce soit dans le Jura ou au niveau de la Regio Basilensis, donc la région de Bâle, où il faudra retrouver d'autres solutions pour cela. C'est ce que je peux dire puisque je connais le problème de cette coordination lorsque j'étais à la Direction générale de la santé de Genève et on suivait ça il y a 30 ans. On était nettement, nettement en retard sur ces questions de coordination. Il y avait très peu de coordination entre les autorités cantonales et les autorités régionales françaises. Et maintenant, on voit 30 ans plus tard, il y a des énormes progrès en la matière. Voilà, donc après ces parcours dans ces 4 sujets assez différents l'un de l'autre, ce qu'on peut retirer de cet atelier, on a retiré le fait qu'on peut se retrouver avec des procédures différentes à chaque fois, mais ce qui est important, c'est la bonne préparation en la matière et de disposer d'une vision de comment je vais gérer la crise et surtout l'après-crise également. Et pour cela, par exemple, dans les vallées de la Roya, le fonds d'indemnisation a été sollicité fortement pour permettre à la région de répartir. C'était quelque chose, par exemple, qui n'existe pas du tout au Liban. Et le fait de disposer de ces mécanismes-là est très important pour bien mettre en place, booster en fait le mécanisme de résilience de l'après-crise. Voilà ce que je voulais vous donner comme feedback de la part de l'atelier numéro 3.